remercie toutes les personnes présentes, c'est-à-dire les représentants des médias ainsi que les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et les membres de la Fédération autonome de l'enseignement de s'être déplacés pour l'occasion. Bienvenue pour la conférence du dépôt des demandes intersectorielles de l'Alliance FIC-FAE. Considérant qu'on est beaucoup de personnes dans la salle, je vous demanderai de fermer vos téléphones cellulaires ou de les mettre sur mode vibration pour être certain que ça ne dérange pas les allocutions. Pour vous expliquer rapidement le déroulement, il va y avoir la présentation, bien sûr, des demandes en alternance avec Sylvain Mallette, qui est le président de la Fédération autonome de l'enseignement, et de Régine Laurent, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Par la suite, il va y avoir une période de questions pour les journalistes et tout ça au total devrait durer environ 25 minutes. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de fierté qu'aujourd'hui, la FIC et la FAE vont vous présenter la demande intersectorielle. Beaucoup de fierté parce que c'est une étape importante dans la vie d'une organisation syndicale que celle de déposer les demandes intersectorielles, les demandes salariales entre autres. Pourquoi? Parce que c'est la volonté collective qu'on a exprimée de se regrouper pour faire reconnaître le travail colossal qui est fait au quotidien auprès des élèves et aussi auprès des patientes et des patients. Donc, c'est une étape importante, on doit être fiers et c'est avec beaucoup de fierté qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter la proposition. Vous dire pourquoi la FIC et la FAE ont-elles décidé de s'allier dans le cadre de cette négociation. D'abord, se rappeler que la FIC comme la FAE sont des organisations ancrées à leurs membres. On s'appuie l'une et l'autre sur la compétence, l'expertise de celles et ceux qui travaillent au cœur des services publics que sont l'éducation et la santé. Ce sont aussi des organisations combatives qui n'acceptent pas de se faire dire non, mais qui aussi, en contrepartie, peuvent proposer des solutions, notamment des solutions qui sont crédibles parce qu'elles s'appuient sur l'expertise qui est tirée de la pratique quotidienne des professionnels en soins et aussi des enseignantes et des enseignants. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Régine. Merci beaucoup. Alors, les applaudissements, ça traduit toute l'émotion que Sylvain et moi on a ressentie tout à l'heure en allant accompagner nos collègues des deux organisations syndicales faire le dépôt auprès du Conseil du Trésor, juste à côté ici. Alors, on comprend que vous avez vécu cette même émotion de l'extérieur. On dépose maintenant au Conseil du Trésor dans un contexte où un gouvernement a des idéologies d'austérité. C'est carrément idéologique les choix qu'il fait. Et vous avez dû voir ce matin dans les journaux que le ministre Letao a décidé qu'il n'y aurait pas de problème à privatiser certains pans de la santé et de l'éducation. Alors, c'est important que nous soyons toutes et tous reconnus pour le travail qu'on fait au quotidien, auprès des élèves, auprès des patients. Pour le président de la FAE et moi, c'est clair qu'une société qui veut grandir, une société qui se respecte, doit être capable d'éduquer correctement ses enfants et doit être capable aussi de soigner correctement. Alors, toutes les demandes qu'on a déposées auprès du Conseil du Trésor, elles visent à ce qu'on soit reconnu au niveau salarial aussi, parce que ça fait partie du respect, ça fait partie de respecter ce que nous donnons de nous-mêmes au quotidien, souvent au détriment de notre propre santé, de notre propre vie. Alors, je vais passer la parole à Sylvain, qui va présenter les deux premières demandes. Merci beaucoup. L'Alliance FAE-FIC représente 100 000 travailleuses et travailleurs en santé et en éducation. Et la valorisation et la reconnaissance du travail qui est fait au quotidien, ça passe nécessairement par les salaires. Et nous ne baisserons pas les yeux parce que nous revendiquons notre juste part.
Le gouvernement tient un discours d'austérité. Rappelons-nous qu'à chaque fois que nous avons entamé la négociation, les coffres étaient toujours vides. Et à chaque moment où on a dû contribuer au maintien de l'équilibre des finances publiques, le gouvernement a pu compter sur nous. Et en période de croissance économique, le gouvernement ne nous a jamais reconnu les efforts que nous avions faits. Il est maintenant temps que le gouvernement reconnaisse le travail qui est fait au quotidien auprès de la population québécoise. C'est pourquoi, dans le cadre de la prochaine ronde de négociations, l'Alliance FIC-FAE va revendiquer d'abord un rattrapage salarial. Pourquoi un rattrapage salarial? On doit se rappeler qu'au cours des 11 dernières années, le taux d'inflation s'est élevé à 19 %, alors que les augmentations salariales imposées ou consenties ont totalisé 14,5 %. Ça ne prend pas un bac en économie pour comprendre que les enseignantes et les enseignants et les professionnels en soins se sont appauvris au cours des 11 dernières années. C'est maintenant terminé. Le gouvernement doit nous accorder un rattrapage salarial de 4,5 % pour que nous obtenions, que nous retrouvions le pouvoir d'achat que nous avons perdu. Mais le rattrapage salarial, il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant parce qu'on le sait, les prévisions économiques le prévoient, l'indice des prix à la consommation, donc le taux d'inflation, va s'élever à peu près à 2 % par année. On demande donc que le gouvernement, dans les échelles salariales, nous accorde pour les 3 prochaines années une augmentation salariale de 2 %. Le gouvernement nous dit aussi, parce qu'il nous reconnaît comme des personnes importantes dans les réseaux de la santé et de l'éducation, le gouvernement veut retenir les personnels et il veut aussi attirer les personnels. Bien, on propose au gouvernement, on demande au gouvernement qu'il nous accorde 1 % qui vise d'abord à assurer la présence des personnels, le maintien des personnels dans les réseaux, mais aussi à attirer de nouvelles personnes qui vont choisir le service public. Donc, on demande 1 % de plus par année pour assurer le maintien et l'attractivité des services publics. Et on termine avec une clause d'enrichissement. Je l'ai dit d'entrée de jeu, on a toujours été présent quand il a été question d'équilibrer les finances publiques, mais le gouvernement a toujours été absent en pleine période de croissance économique. On doit aussi, comme travailleurs et travailleuses, mais comme contribuables, bénéficier de la croissance économique. C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement qu'il ajuste le mécanisme d'enrichissement des salaires qui existe déjà dans la convention collective. On veut donc poursuivre dans cette voie-là et assurer aussi un enrichissement. Donc, il faut bien comprendre que la demande que nous formulons aujourd'hui s'élève à 13,5 %. De ce 13,5 %-là, il faut comprendre que 10,5 % ne vise qu'à assurer le maintien du pouvoir d'achat. Et ça, c'est pas demander la mer, c'est pas demander la lune, c'est d'assurer le maintien du pouvoir d'achat parce que comme travailleuses et travailleurs, on contribue aussi à l'économie québécoise et le panier d'épicerie n'est pas moins cher pour les personnes qu'on représente. Les tarifs d'hydroélectricité ne sont pas moins élevés non plus parce qu'on est une enseignante ou une professionnelle en soins de santé. C'est donc la demande que nous allons aujourd'hui déposer au gouvernement et on est convaincus qu'il va reconnaître le bien fondé de ces propositions-là parce que bien payer ses employés, c'est reconnaître le travail qui est fait au quotidien. La deuxième proposition vise les régimes de retraite. Vous le savez, d'abord, le régime de retraite des personnels que nous représentons est en santé. Cependant, des personnes qui vont contribuer toute leur vie active au régime n'auront pas accès, par exemple, à la retraite progressive. Alors que d'un côté, on nous dit, à cause du vieillissement de la population, on doit s'assurer que les personnes expérimentées qui le souhaitent puissent rester le plus longtemps possible dans les réseaux parce que ça permet un échange de connaissances et de compétences. Malheureusement, quand on regarde l'application, il y a des gens à qui on refuse la retraite progressive, notamment parce qu'ils n'ont pas, malgré le fait qu'ils aient payé toute leur vie active, parce qu'ils ne détiennent pas le statut d'emploi qui leur permette de bénéficier de cette disposition-là. On souhaite donc, dans le cadre de la présente négociation, assouplir les règles pour permettre d'abord de répondre aux besoins des personnes qui ont contribué toute leur vie active, mais aussi pour permettre de répondre aux besoins des réseaux de la santé et de l'éducation. On veut aussi terminer parce que, et c'est là un engagement, un défi de reconnaître
le travail, la contribution qui a été faite par celles et ceux qui nous ont précédés, c'est la question de l'indexation des rentes. Actuellement, lors de la dernière négociation, les personnels se sont engagés à améliorer la rente de retraite pour la période 82-99. Le gouvernement ne s'est pas engagé à le faire. On pense qu'il doit le faire puisque nous, comme travailleuses et travailleurs, nous avons pris l'engagement de soutenir celles et ceux qui aujourd'hui sont à la retraite et qui ont eux aussi vécu des compressions, des baisses de salaire, des gels de salaire, des coupures de salaire et qui vivent aujourd'hui avec des rentes qui sont dans certains cas, pour certaines périodes, qui ne sont pas indexées. Donc, on part du principe que si nous, comme travailleuses et travailleurs, on soutient ces personnes-là, le gouvernement doit aussi s'engager à majorer les rentes, à indexer les rentes de retraite pour la période 82-99. Ce sont donc là les deux premières demandes, la demande salariale, la demande sur les régimes de retraite. Et je passe la parole à Régine qui va poursuivre. Merci. Et j'ai la tâche ingrate de vous dire que pour ne pas déranger et respecter le travail des journalistes, de ne pas faire de bruit et de ne pas applaudir. Alors, autre revendication commune, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les droits parentaux. Il y a plusieurs choses à régler dans les droits parentaux. Par exemple, quelqu'un dont la conjointe accouche pendant qu'il est en vacances, bien, il perd le congé parental qui est prévu. Par exemple, il y a des congés qui sont prévus à la naissance, mais il y a les nouvelles technologies, donc quelqu'un qui doit aller en procréation assistée, il y a des trous là-dedans, donc il faut corriger durant cette négociation-ci. Il y a aussi, donc, c'est élargir les motifs pour lesquels, durant la grossesse ou avant, on puisse s'absenter du travail. Il y a un autre dossier important pour nous, c'est la disparité régionale. Dans notre beau pays qu'est le Québec, quand les gens travaillent en région, quand il y a des routes, parfois sur plusieurs mois dans l'année, c'est difficile. Pour d'autres, ça doit être carrément par cargo. Alors ça a été négocié il y a plusieurs années. Donc, il y a des problèmes à régler là-dedans. D'une part, même quand il y a des routes, c'est beaucoup plus cher, les biens de consommation. Donc, il faut ajuster ces biens de consommation. Mais le découpage des 5 régions qui bénéficient de ces primes-là, ça a été fait depuis très longtemps. Alors maintenant, par exemple, le C3S Manicouagan, qui est à côté, bien, il ne bénéficie pas de ce que pourraient avoir les autres qui sont à quelques kilomètres plus au nord. Donc, il faut régler ces disparités régionales et dans un objectif d'attraction et de rétention. Si vous avez vu les chiffres qui sont sortis hier par l'OIQ, la Côte-Nord, on est déjà à moins. Donc, il faut attirer, il faut ajuster ces disparités régionales pour que les gens puissent y aller en région et puissent y demeurer et qu'ils ne soient pas en train de payer pour aller travailler dans le Grand Nord, mais que ça puisse être ajusté au coût de la vie. Alors voici, vous avez la présentation des 4 revendications communes qui vont être menées ensemble par la FAE et la FIC avec, comme vous le disait Sylvain en début d'entrée de jeu, il faut que le gouvernement nous entende, il n'y aura pas le choix parce que ce sont 2 pans majeurs des services publics que l'éducation et la santé. Merci. Alors, merci beaucoup, Mme Laurent, M. Mallette. On va maintenant passer à la période de questions. Alors, s'il y a des journalistes qui ont des questions à poser, simplement peut-être vous identifier avant de poser votre question. M. Poilane. Pascal Poilane, Radio-Canada, RDI. Souvent, le gouvernement actuel là, qui est en place, quand il va donner des arguments pour convaincre la population qu'il agit au nom du bien commun pour faire des compressions. C'est le discours qu'on a là, depuis le début. Alors, quel argument vous avez à opposer ou qu'est-ce que vous allez leur répondre lorsqu'ils vous disent « on agit pour le bien commun parce que l'État est dans le rouge, puis pour les générations futures, on ne peut pas donner trop d'argent, par exemple, aux gens du public et du parapublic. » Pour nous et pour les gens que nous représentons, les 2 organisations, ce n'est pas un argument qui tient la route. Parce que la santé et l'éducation, c'est important dans nos sociétés. Et c'est drôle, ce sont des choix que fait le gouvernement. Le gouvernement, ce même gouvernement qui a choisi pendant des années de dilapider notre argent, vous l'avez vu, et maintenant c'est à notre tour. À un moment donné, il va falloir que les salariés de l'État soient payés pour leur juste part. Quand les choix qui sont faits, on peut mettre de l'argent sur les routes, tant mieux, mais à un moment donné, il faut que les salaires suivent aussi. Comme l'expliquait Sylvain, nous, ça ne nous coûte pas moins cher d'aller faire l'épicerie, ni l'essence ne coûte pas moins cher, ni par rapport à nos enfants. Donc, à un moment donné, ça fait des années qu'on nous demande de baisser. N'oubliez pas qu'on a eu plusieurs gels au cours des 10, 11 dernières années. Donc, à un moment donné, on n'a plus de pouvoir d'achat.
Il faut que maintenant, les services publics soient reconnus comme tels, au moins la santé et l'éducation, qui sont des points importants de la société. Donc, ce sont des choix idéologiques. Le gouvernement, s'il refuse de négocier correctement avec nous, ben, il emportera l'audit devant la population. Lorsque vous parlez de bonifier les sommes versées là, pour les retraites, il n'est pas impossible que le gouvernement vous dise « OK, mais compte tenu des tables de mortalité qui ont changé, on va demander aux fonctionnaires de travailler plus longtemps. » Est-ce qu'il y a une ouverture, une marge de manœuvre? Il n'y a pas de raison pour le gouvernement de faire ça. Les choix qu'on en a fait depuis la dernière négociation et l'autre avant, ça a toujours été de prévoir à long terme avec des actuaires notre régime de retraite, et on a toujours mis des sous en plus pour s'assurer de la viabilité à long terme de notre régime de retraite. Il n'y a aucune raison de toucher à notre régime de retraite. Monsieur Mallette, sur la question des régimes de retraite, il faut d'abord constater que c'est un régime là, qui est très bien capitalisé, il est à 93%, donc ce n'est pas un régime qui est en difficulté, mais le gouvernement doit se rappeler aussi de la charge de travail qui est celle de celles et ceux qui travaillent auprès des élèves et des patientes et des patients. C'est une charge colossale qui exige beaucoup au quotidien, et là, le gouvernement va avoir, en tout cas, on l'invite à se préparer très, très correctement, parce que s'il a dans la tête de bouger dans le régime de retraite, donc d'obliger les enseignantes et les enseignants et les professionnels en soins à travailler plus longtemps, il va avoir des petites explications à nous donner, parce que ce qu'il va nous annoncer, c'est que ça va finir par coûter plus cher, parce que les gens arrivent à un moment donné où c'est un droit d'avoir accès à la retraite. On vit une fatigue particulière parce qu'on est tous les jours appelés à travailler avec des êtres humains. On ne travaille pas avec des objets. Et sur la question salariale, si vous me permettez, là, je pense que c'est important que le public le comprenne. La plus haute augmentation, la plus faramineuse que nous avons obtenue, les enseignantes, les enseignants et les professionnels en soins, c'est 2%. Une année, 2%. Ça, c'est l'indice des prix à la consommation. 2004, 0. 2005, 0. Ça veut dire là, qu'on a fouillé dans nos poches, pour continuer à payer les hausses de taxes puis les hausses de services que le gouvernement met en place. Et on pense que ce n'est pas trop nous donner que de nous donner ce qui nous appartient. On a donné beaucoup au début des années 80. On a donné beaucoup au milieu des années 90, puis on a aussi donné au début des années 2000. Là, c'est terminé. On veut notre part. Pas celle des autres. On veut la nôtre. Puis le gouvernement doit entendre les revendications qu'on porte. Bonjour Mme Laurent, bonjour M. Mallette. Régis Caron du Journal de Québec. Quel rapport de force avez-vous avec le gouvernement? Les revendications que nous portons, ça fait des mois et des mois que les deux organisations syndicales, on consulte nos membres, il y a des assemblées générales, les gens nous ont dit « voici ce que vous devez demander ». Alors le rapport de force porte sur les membres de ces deux organisations syndicales qui représentent 100 000 personnes dans le réseau de santé et de l'éducation. C'est là-dessus notre force. Il y a des employés municipaux qui, hier, ont voté une grève illégale pour se battre contre le projet de loi 3. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça nous inspire qu'il faudra travailler fort, que ce n'est pas un gouvernement facile, mais comme le disait Sylvain, on n'a jamais eu de négociation facile. Moi, je n'ai jamais connu de négociation facile. Avant toute négociation, c'est le spectre et l'horreur des finances publiques, c'est l'incapacité de payer, c'est toujours ça, il n'y en a jamais. Alors cette fois-ci, ce qu'on dit, c'est qu'on ne marchera pas là-dedans, il va falloir que le gouvernement rattrape et qu'on ait notre pouvoir d'achat aussi. Donc, je comprends et je respecte les choix qui ont été faits par les autres. Si je veux parler pour la FIC, quand on décide qu'on veut y aller, on est capable d'y aller, on n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à déposer nos demandes intersectorielles et on va voir et on souhaite que le gouvernement négocie de bonne foi surtout. S'il adopte une loi spéciale pour vous faire rentrer de force, vous allez faire quoi? Mais on n'est même pas sorti encore. Sur la question de la mobilisation, parce qu'une négociation, ça se construit au jour le jour. D'abord par les choix qui sont faits par les membres, et nos deux organisations, on a d'abord consulté nos membres avant de faire la présentation de la proposition qu'on vous présente aujourd'hui. La mobilisation, elle est exigeante. Elle exige des membres qu'on représente une volonté de faire
Et indépendamment des gouvernements, on l'a indiqué, les gouvernements ont toujours dit qu'il n'y avait jamais d'argent pour nous autres. Il y en a toujours pour d'autres, mais jamais pour nous autres. On va donc démontrer d'abord par la justesse des arguments qu'on avance. Quand on se présente aux tables de négociation, la FIC et la FAE, c'est qu'on a fait un certain nombre de constats qui s'appuient sur la réalité qui est vécue par celles et ceux qu'on représente. Il y a donc la justesse des arguments. Il faut que le gouvernement réponde à ça. Et on invite aussi le gouvernement à la prudence parce que le gouvernement Charest, il faut s'en rappeler, le gouvernement Charest a été, par le Bureau international du travail, a été reconnu comme n'ayant pas fait ayant fait une négociation de mauvaise foi. Donc, on s'imagine qu'il y a déjà des gens au gouvernement qui vont se rappeler cet épisode-là. Maintenant, nous allons négocier comme nous l'avons toujours fait, dans le respect des mandats qui sont confiés, mais avec pour objectif d'améliorer le quotidien de celles et ceux qu'on représente. Pourquoi? Parce que quand on améliore notre quotidien, on améliore les conditions dans lesquelles se retrouvent les patientes et les patients, dans lesquelles se retrouvent les élèves du Québec. C'est ça aussi qu'on doit, et ça c'est la responsabilité que nous avons, de le répéter à la population en général. Tommy Chouinard, La Presse, bonjour. D'abord, une précision sur vos demandes. Vous dites 13,5 sur 3 ans, mais il y a aussi l'amélioration l'amélioration du mécanisme permettant l'enrichissement en fonction de la croissance économique. Donc, je comprends que vous voulez aller chercher là un gain concret aussi pour les 3 prochaines années. De quel ordre? Écoutez, c'est un peu... Je peux malheureusement pas répondre à votre question parce que les prévisions économiques, on les a pas. Donc, c'est parce qu'actuellement, le mécanisme, il s'appuie sur l'état réel de l'enrichissement collectif. Donc, à partir de cette photo-là, c'est là qu'un calcul est effectué puis qu'on en arrive à la conclusion qu'il y a enrichissement collectif. Donc, il y a une augmentation salariale qui doit être accordée. Donc, nous, on est sur le principe, le mécanisme doit demeurer. Il y a des ajustements à y apporter parce qu'il y a une mésentente là, sur le sens à donner à certaines règles, mais sur le fond, à partir du moment où on vit une situation économique favorable, on ne voit pas pourquoi on passerait notre taux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois où on a dû renflouer les coffres de l'État, on a été présent, on a fait notre part du chemin, puis le gouvernement, quand ça va bien, ne vient pas nous revoir pour nous dire « vous avez assez contribué, on va vous aider un petit peu ». Donc, c'est difficile pour moi d'arriver avec un nombre. Le Front commun propose là, que, dans le fond, le seuil au-delà duquel il y aurait une augmentation de salaire liée à la croissance économique, ce soit au-delà de 1% du PIB réel. Le Front commun reconnaît lui-même que c'est une augmentation de la croissance économique qui est très, très, très modeste. Donc, vous, est-ce que c'est ce paramètre-là? Bien, d'abord, moi, je ne qualifierai pas les demandes du Front commun. Ils vont les déposer le 30 octobre. Donc, il y a eu, dans certains journaux, là, on a eu accès à certaines informations. On va d'abord attendre de voir ce que le Front commun dépose. Parce que le Front commun a décidé d'abord d'annoncer sa demande et de consulter ses membres. Nous, on a décidé d'aller à l'inverse, de faire les choses dans un ordre différent, d'abord de consulter nos membres et de faire une proposition, donc de l'annoncer. Moi, je vous invite à attendre le dépôt formel du Front commun. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'Alliance FIC-FAE, on doit aussi bénéficier de l'enrichissement collectif parce qu'on contribue à l'enrichissement collectif. Quand on va, par exemple, acheter des résidences, faire notre épicerie, on contribue à la vitalité économique du Québec et on doit aussi participer à profiter de l'enrichissement. Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir s'il faut considérer ou juger ces demandes-là comme étant une base de discussion ou est-ce que c'est clairement une demande qui est ferme? En négociation, c'est toujours c'est une base de discussion. On vous l'a dit un peu plus tôt, nous sommes 2 organisations syndicales combatives, nous sommes 2 organisations syndicales qui aussi veulent réellement négocier. Alors une négociation, ça se fait à 2, ça se discute à 2, ça s'argumente à 2, donc on va voir si nous on est de bonne foi et ce qu'on peut souhaiter c'est que le gouvernement soit de bonne foi et qu'on arrive à une entente. Maintenant, j'aimerais savoir est-ce que vous avez des mesures à suggérer au gouvernement pour dégager la marge de manœuvre nécessaire pour financer les augmentations salariales que vous demandez? Ça fait plusieurs années qu'on dit ça. Oui, tout à fait. Nous sommes membres de la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics et qui propose des redevances minières, qui propose d'aller chercher dans les paradis fiscaux. À chaque fois que nous sommes intervenus en commission parlementaire où il était question de finances, nous avons toujours déposé et expliqué que c'était un choix politique d'aller chercher des revenus. Tant que le gouvernement ne fera pas le choix d'aller augmenter ses revenus, on va toujours être dans l'horreur des finances publiques qu'on veut nous mettre de l'avant. Une dernière chose, si je peux me permettre.
il y a quand même un spectre de gel salarial qui plane pour l'année 15-16. Vous le savez, le gouvernement taxe une croissance des dépenses de 0,7 %. Vous allez avoir une augmentation salariale dûment obtenue à la suite de négociations de 1 % le 31 mars, qui va avoir un impact sur l'année 15-16. Donc, vous comprenez que là, au moins pour une année, il y a comme un spectre de gel salarial qui plane. Comment voyez-vous la chose? Mais que ce soit pour une année ou pour 5, c'est le même discours que c'est un gouvernement. On n'a pas d'argent. La dernière fois qu'on a réussi à négocier quelque chose, vous l'avez, Sylvie vous en a parlé, c'est le maximum de 2 %. Alors, le gouvernement fait le choix, et plusieurs, et pas juste les organisations syndicales, ont dit au gouvernement que l'atteinte du déficit zéro, l'équilibre budgétaire aussi vite, c'était risqué. Et c'est risqué non seulement pour nos salaires, mais c'est risqué aussi pour le financement de la santé et de l'éducation. Donc, c'est un choix que va faire le gouvernement. Tant qu'à nous, c'est le même discours qui tient pour 1 an ou pour 3 ans. Sur cette question-là, la semaine dernière, le président du Conseil du Trésor, Marc Coiteux, répondait à une question à l'Assemblée nationale en disant écoutez, on va investir 10 milliards dans les routes, dans le béton au Québec. Donc, j'invite l'opposition officielle à aller revoir le sens du mot austérité. Là, on ne peut pas être en austérité quand c'est pour mettre dans du béton. Hein, à un moment donné, il faut que le gouvernement soit cohérent. Là. On ne peut pas être dans l'austérité quand c'est dépensé dans le béton, puis quand on vient de parler des salaires et du financement des services publics, là, on est en austérité. Là, à un moment donné, il va falloir que le gouvernement mette les cartes sur la table et il y a des choix politiques qui entraînent des choix budgétaires. Au Québec, là, alors qu'on coupe en éducation, hein, on coupe en éducation l'aide alimentaire, l'aide aux devoirs, des services directs aux élèves, pendant ce temps-là, année après année, on concède un demi-milliard de dollars aux écoles privées qui, elles, discriminent des élèves, éjectent des élèves lorsque ceux-ci présentent des retards, des difficultés d'apprentissage trop lourds ou des troubles du comportement. Et ce sont les écoles publiques qui reçoivent ces enfants-là, et les écoles publiques et les profs qui sont dedans doivent répondre aux besoins de tous les élèves. Il y a donc des choix politiques qui amènent des choix budgétaires, et c'est pas vrai que les profs vont faire les frais comme les professionnels en santé. Le ministre Bolduc, et je termine là-dessus, le ministre Bolduc a annoncé là, pour des centaines de millions de constructions d'écoles. C'est bien. Ça veut donc dire que dans certaines régions du Québec, il y a un boom démographique. Mais là, est-ce qu'on est après de nous dire que c'est les profs qui allons, à même nos salaires, payer les constructions ou les agrandissements? Non. Là, on ne marchera pas ça à la tête. On va marcher bien droit, puis le gouvernement va reconnaître le travail qu'on fait au quotidien. Puis le temps là, des institutrices de rang est révolu. Puis c'est pas vrai qu'on va se faire payer avec des cordes de bois. Là. On veut un salaire juste. En tout cas, les cordes de bois valent cher aujourd'hui en passant. Moi, j'ai 2 questions. Je reviens à revenir sur le gel des salaires parce qu'avec le discours qu'on entend et les déclarations des ministres, du premier ministre, je ne veux pas. Est-ce que. Comment pourriez-vous réagir dans l'éventualité d'une loi spéciale, c'est toujours hypothétique, là, un gel des salaires d'1 an? Comment, pour vous, ce serait quoi? Ça voudrait dire quoi? Une négation de la négociation ou quoi? C'est clair que le discours du gouvernement, on ne l'achète pas. En ce moment, en santé, le gouvernement nous dit qu'il fait des coupures de millions et de millions dans les établissements et que ça n'affecte pas les services. Nous, sur le terrain, on sait que c'est faux. Donc, on n'achète pas son discours et on le dénonce. Que le gouvernement veuille faire un choix pour dire un gel, bien, il devra l'argumenter parce qu'on ne comprend pas. Il y en a de l'argent et il refuse même d'aller chercher de l'argent. Là, il pourrait en avoir. Pire que ça, M. Létao dit, pas de problème, on est prêt à privatiser des pans de la santé et de l'éducation. C'est pas parce que ça coûte moins cher. On a fait une lutte pour démontrer, à même les fonds du syndicat de la Fédération, pour démontrer comment est-ce que des mauvais choix coûtent plus cher à la population. Par exemple, sur la main-d'œuvre indépendante, où ils prenaient du monde pour les faire travailler dans le réseau public, en les payant plus de 20, ça coûtait 20% plus cher. Alors, c'est des mauvais choix. Quand on permet dans le réseau de la santé que, soi-disant, ce n'est pas les mêmes budgets, qu'on puisse rénover des bureaux à coût de 800 000 $ pendant qu'on coupe 2 millions dans les soins de santé. Alors, on ne peut pas acheter le discours du gouvernement. Il peut, effectivement, mettre de l'avant le spectre du gel et tout ça, mais nous, ça ne nous atteint pas parce qu'on n'y croit pas. Et sur la question du gel, d'abord, c'est pas la première fois là, qu'on l'entend, Régine le souligne. Mais le gouvernement a aussi à se rappeler les effets dévastateurs, d'abord des gels, mais aussi de l'adoption d'une loi spéciale.
Il faut se rappeler, c'est pas la première fois, et les milieux de travail étaient invivables. Et les gestionnaires eux-mêmes le disaient à quel point la loi spéciale qui avait été, la dernière loi spéciale qui avait été adoptée, a eu des conséquences dramatiques. On ne peut pas, en éducation, par exemple, constater qu'un quart, il y a près de 20% des nouveaux profs qui entrent dans la profession qui quittent avant leur 5e année de pratique. Ça doit toujours être des raisons. Il y a des conditions dans lesquelles on place les profs qui deviennent insoutenables. Et on est convaincu que le gouvernement ne retiendra pas l'idée du gel et ne retiendra pas l'idée d'une loi spéciale parce que le gouvernement doit négocier de bonne foi. Et ce sont les membres que nous représentons qui, ultimement, vont décider de ce qui est bon pour eux, de ce qu'ils acceptent, de ce qu'ils refusent. Donc, pour nous, on n'est pas à cette étape-là. La négociation va suivre son cours, on va interpeller nos instances respectives et on fera des états de situation qui nous amèneront à un moment donné peut-être à porter un jugement. Mais on est loin d'être là, surtout quand on entend le premier ministre nous dire qu'il veut reconnaître le travail qui est fait au quotidien. L'autre question, c'est concernant vos demandes normatives. Elles ne sont pas présentées aujourd'hui, mais est-ce qu'elles ont, est-ce qu'on parle de la semaine de 4 jours dans le cas des infirmières, est-ce qu'elles ont un impact important au niveau monétaire? Bien, là, on va attendre de déposer nos demandes sectorielles. Là. On n'a même pas de rendez-vous encore. Alors, je trouverais ça un peu indélicat, sans les avoir déposés, d'en faire état ici. Oui, bonjour, Julie Couture, TVA. Première question très simple. Est-ce que vous avez chiffré vos demandes à l'heure actuelle? Sur la question, nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de présenter les demandes. Le gouvernement, et c'est le rôle du gouvernement, dans le cadre des tables de négociation, va chiffrer les demandes. Ce que l'on sait, c'est que les demandes qu'on dépose, elles visent à répondre à des difficultés réelles sur le terrain, mais on est aussi, nous, capables de chiffrer certaines dépenses inutiles. Je vais vous donner un exemple. Quand dans une commission scolaire, une commission scolaire qui sont aux prises avec certaines difficultés actuellement, on décide d'embaucher un 4e directeur général adjoint. Peut-être qu'au total, on peut se dire c'est pas très, très grave, mais ça signifie des baisses de services pour certains élèves. Et nous, on est capable auprès du gouvernement de dire il existe des marges de manœuvre. Il y a des gens, c'est la même chose en santé, qui sont engagés pour surveiller des gens, qui surveillent des gens, qui eux-mêmes surveillent des gens, qui finalement vont finir par nous surveiller, par nous dire comment faire le travail, alors qu'ils n'ont pas mis le pied dans une classe depuis belle lurette ou pays qui n'ont jamais mis les pieds. Donc, il y a des marges de manœuvre. Puis dans le cadre des échanges qu'on aura avec le gouvernement, parce que le gouvernement va nous dire votre demande coûte tant de millions, on sera capable de dire l'aménagement qu'on va vous proposer va vous permettre d'économiser puis de réinvestir davantage. Sur la question du financement public des écoles privées, là, demain matin, la moitié des élèves qui fréquentent les écoles publiques retournent dans le réseau fréquentent les écoles privées, retournent dans le réseau public. Là. Au bas mot, c'est 82 millions de dollars de plus qu'on peut investir dans l'école publique, indépendamment des salaires qu'on devrait verser. Là. Ça, le gouvernement ne dit pas, parce qu'il y a un manque de courage politique d'aborder cette question-là. Donc, ça sera à nous, dans le cadre des travaux, des pourparlers, de faire la présentation puis de justifier nos demandes. Vouliez-vous répondre? Non, ce que je voulais ajouter, c'est que la discussion, ça fait partie de la négociation que de s'échanger les chiffres et les millions qu'on va nous mettre de l'avant. Là. Ça fait partie du jeu de la négociation, puis on est très à l'aise avec ça, on est argumenté. OK, deuxième question. Je ne sais pas si c'est prématuré de vous poser cette question-là à l'heure actuelle, mais la convention collective vient à échéance le 31 mars prochain. Vous me parliez tout à l'heure en entrevue, M. Menette, d'échéanciers, de gestes concrets qui pourraient être posés, de plans d'action qui pourraient être adoptés dans le futur. Est-ce que vous avez un échéancier, c'est-à-dire on va négocier, le gouvernement a 60 jours pour déposer son offre. Vous allez négocier si, par exemple, après Noël, on voit qu'on ne sait pas trop vers on s'enligne. À partir de quel moment vous allez commencer à mettre de l'avant certains gestes concrets? Mais le moment ne peut pas être en termes de mois. Le moment, ça va être, on commence